Bienvenue donc à ce colloque, ou plutôt cette conférence internationale du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Je suis Stanislas Dehaene, président du Conseil. Nous allons parler toute la journée de santé mentale et bien-être des élèves, mieux connaître pour prévenir et agir. Et tout de suite, nous avons une allocution en ligne de Madame la ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, Geneviève Darrieussecq, qui est en ligne avec nous. Bonjour. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je regrette vraiment de ne pas être physiquement avec vous ce matin, mais des contraintes d'agenda m'ont retenue dans mon bureau et je suis très heureuse néanmoins de pouvoir participer à l'ouverture de cette conférence internationale du Conseil scientifique de l'éducation nationale consacrée cette année à la santé mentale et au bien-être des élèves. Cette participation est d'autant plus significative à mes yeux que, vous le savez, le Premier ministre a choisi d'ériger la santé mentale en grande cause nationale pour l'année 2025. La prise de conscience de ces enjeux progresse, mais il nous reste beaucoup de chemin à parcourir. La crise du Covid-19 a eu des conséquences lourdes sur les publics les plus fragiles, et notamment nos jeunes. Les chiffres sont parlants, voire même préoccupants. L'enquête en classe indique une dégradation importante de la santé mentale des collégiens et lycéens entre 2018 et 2022, en particulier chez les jeunes filles. Le suicide constitue par ailleurs la deuxième cause de mortalité pour les 10-25 ans. Les analyses de la Direction de la recherche, des études et de l'évaluation et de la statistique, l'adresse, indiquent que les tentatives de suicide touchent plus particulièrement les jeunes filles et les jeunes femmes, avec une augmentation des tentatives de 63% pour les 10-14 ans et de 42% pour les 15-19 ans en 2022. Enfin, l'enquête ENAB de Santé publique France de 2022 met en avant la présence de probables troubles de santé mentale chez 13% des 6-11 ans. Toutes les tranches d'âge sont touchées et les causes sont multiples. Isolement et perturbation des interactions sociales, exposition à des informations et contenus anxiogènes, retard de la prise en charge, harcèlement scolaire. Face à ce constat, nous devons faire plus et faire mieux. Je vois plusieurs chantiers engagés que je voudrais ce matin partager avec vous. Le premier, c'est la poursuite de nos efforts pour affirmer notre connaissance et notre compréhension de l'état de santé mentale de nos enfants et de nos jeunes. Quels sont les facteurs de risque spécifiques? Comment peuvent varier les troubles avec l'âge? Nous devons affiner nos réponses à ces questions. Le deuxième enjeu, bien sûr, c'est la coordination. La seule méthode qui fonctionne, c'est de faire mieux, travailler ensemble tous les acteurs concernés. C'est cette méthode que nous avons adoptée à l'occasion des assises de la santé mentale et de la psychiatrie en 2021, mais aussi lors des assises de la pédiatrie et de la santé de l'enfant en mai dernier. Nous devons poursuivre et même amplifier cette dynamique pour construire une véritable stratégie interministérielle pour la santé mentale des enfants et des jeunes. Pour cela, il nous faudra bien sûr, aux côtés de Madame la ministre de l'Éducation nationale, approfondir nos relations de travail ainsi qu'avec tous les autres ministères concernés. Mais avant cela, je veux revenir à ce qui a été déjà mis en œuvre ces dernières années. Depuis le lancement de la feuille de route santé mentale et psychiatrie en 2018, nous avons parcouru une partie du chemin. Je tiens à saluer le travail qui a été mené et souhaite m'inscrire dans cette même logique en renforçant ce qui doit l'être. Je crois beaucoup que notre action commune concernant le développement des compétences psychosociales et la stratégie nationale 22-27 qui en découle est absolument essentielle. Mieux reconnaître et gérer ses émotions, sa frustration, ce sont des compétences du quotidien cruciales pour nos enfants qui ont besoin de s'épanouir dans un contexte apaisé. Cette stratégie, couplée au kit Cours Empathie, que vous connaissez bien, a fait l'objet d'une expérimentation dans plus de 1000 écoles maternelles et a été généralisée à la rentrée scolaire 2024. Un autre défi majeur est évidemment celui de l'information et de la communication sur la santé mentale.
Nous devons lever les tabous, libérer la parole et en finir avec les stigmatisations autour de la santé mentale. Des campagnes ont d'ores et déjà été menées par Santé publique France en ce sens. Et je pense à la campagne En parler, c'est déjà se soigner, menée en 2021. Sa déclinaison sur les réseaux, J'en parle A, dédié aux 11-17 ans, est menée en lien avec l'éducation nationale. Je pense aussi aux petits spots vidéo Feel Good, diffusés depuis l'an dernier pour sensibiliser les 11-24 ans aux comportements favorables à la santé mentale, le sommeil, l'activité physique, le lien social. Ensuite, pour les étudiants, je crois beaucoup au déploiement du secourisme en santé mentale. À travers une formation accessible à tous, sans prérequis, plus de 150 000 secouristes ont déjà été formés à travers la France. Sur le modèle des gestes qui sauvent, cette formation permet de repérer des personnes en détresse psychologique et de l'orienter vers des ressources adaptées. Le secourisme mental rejoint des dispositifs existants. Je pense notamment à la mise en place du numéro national de prévention du suicide, le 3114, qui figure désormais dans la correspondance des élèves. Je pense également au déploiement du dispositif Vigilance, qui maintient le contact après une tentative de suicide, désormais présent dans 17 régions. Et je pense enfin aux expérimentations menées sur les réseaux sociaux pour former des équipes d'intervention et d'orientation pour les adolescents et les jeunes adultes en souffrance, dispositif Helios. Concernant les soins, une des mesures emblématiques des assises de 2021 est la création du dispositif Mon soutien psy. Ce dispositif permet désormais le remboursement par l'assurance maladie de séances d'accompagnement psychologique accessibles dès l'âge de 3 ans. Chaque jeune peut ainsi bénéficier de plusieurs séances jusqu'à 12 par an, réalisées par un psychologue libéral conventionné sans avoir besoin d'une orientation médicale préalable. Si je tenais à rappeler ces nombreux dispositifs, c'est à la fois pour mettre en lumière tout ce qui a déjà été engagé et mérite d'être mieux connu, mais aussi parce que je mesure tout ce qui nous reste à accomplir. Je pourrais vous parler du sommeil et du projet de feuille de route interministérielle pour la promotion d'un sommeil de qualité et la prévention des troubles. Je pourrais vous parler des écrans, qui constituent un défi de plus en plus lourd à relever pour protéger les enfants. Je sais pouvoir compter sur votre soutien précieux pour mener à bien ces politiques. Je tiens donc à remercier chaleureusement l'ensemble des membres de votre conseil scientifique pour l'initiative de cette journée et cette belle opportunité de rencontre et de regards croisés. Je salue aussi sincèrement l'ensemble des professionnels de l'éducation nationale pour leurs efforts acharnés pour favoriser le bien-être des élèves au quotidien. De nombreuses ressources et outils sont à votre disposition pour vous aider au quotidien dans l'ensemble des territoires. Je crois qu'il est de notre devoir de les rendre accessibles et connus de tous, comme s'y emploie le ministère de l'Éducation nationale au quotidien. Aucun enfant, aucun jeune ne doit être laissé seul, sans solution. Alors, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, une nouvelle fois, un grand merci pour votre engagement. Je vous souhaite une excellente conférence, de riches échanges et des travaux productifs pour contribuer à cette grande mobilisation collective que je suis heureuse de mener avec vous autour de la santé mentale, et je serai attentive aux conclusions de vos débats d'aujourd'hui. À très vite donc, j'en suis certaine, et je vous remercie. Bonne journée. Madame la ministre, merci beaucoup pour votre présence et ces mots chaleureux. Madame la ministre de l'Éducation nationale n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais je salue la présence de plusieurs personnalités, notamment Gilles Albou, qui est conseiller auprès du président de la République Emmanuel Macron pour le plan éducation, et vous tous, bien sûr, pour votre présence ici, pour ce sujet
dont on vient d'entendre l'importance, l'importance quantitative pour le bien-être de nos élèves et donc bien sûr leurs apprentissages. Alors il me revient de dire quelques mots, je le fais humblement, ce n'est pas un sujet que je connais très bien, mais je suis ravi d'avoir au Conseil scientifique des personnalités qui maîtrisent ce sujet. Je voudrais particulièrement remercier Stéphanie Mazza d'emblée pour avoir organisé cette conférence aujourd'hui avec tout son groupe, le groupe de travail qu'elle organise au sein du Conseil scientifique, donc notamment Ghislaine Dehaene-Lamberts, Caroline Huron, Frédéric Esbar, Pierre Fourneret, Rebecca Shankland et Carmen Schroeder. Alors, quelques mots d'introduction. On parle parfois des fondamentaux et on aimerait que nos élèves maîtrisent les fondamentaux. Et on ne définit jamais ce qu'on veut dire par fondamentaux. Je pense que, naturellement, l'un des fondamentaux auxquels on pense tout de suite, c'est la maîtrise du langage dans toutes ses dimensions. Et c'est un point sur lequel, évidemment, notre conseil scientifique a tout de suite insisté. Le vocabulaire dès la maternelle, l'importance de la maîtrise de la première langue, la lecture, bien entendu, l'orthographe, l'expression orale et écrite, la liste pourrait continuer, la maîtrise d'une seconde langue, la maîtrise de la littérature et l'accès qu'elle donne à la culture. Bien. Deuxième pilier auquel on pense spontanément, ce sont les mathématiques. On a bien raison, je crois qu'on a raison de continuer à dire que les mathématiques, c'est pour tous les élèves, ce sont des piliers fondamentaux de notre culture, tout autant que la littérature. Et donc, bien sûr, les programmes pensent tout de suite au nombre, à l'arithmétique. Au Conseil scientifique, on essaye d'insister beaucoup sur le fait qu'il n'y a pas du tout que les nombres dans les mathématiques, et que la vision dans l'espace, la géométrie, la résolution de problèmes, et bien sûr l'accès que cela donne aux sciences, sont des fondamentaux. Et la liste pourrait à nouveau continuer. Alors, souvent, la liste des fondamentaux s'arrête là. Et vous voyez qu'il y a un troisième pilier sur mon image, c'est le bien-être. Et je crois qu'il faut qu'on accepte que c'est un pilier, il est mis en troisième ici, mais qui est peut-être le plus fondamental de tous. Parce que comment voulez-vous apprendre si vous n'avez pas d'abord confiance en vous, c'est-à-dire confiance dans l'idée que si vous allez travailler, vous allez réussir. Sinon, vous ne vous engagez pas dans l'apprentissage. Aucun d'entre nous ne le ferait si on est persuadé qu'on ne va pas y arriver. L'envie d'apprendre. Est-ce que je vais à l'école avec le cœur léger en pensant que je vais sortir en ayant appris quelque chose? Ou bien est-ce que je pense que je vais être harcelé, puni, etc. Persévérance, parce qu'il faut que les élèves se convainquent que l'effort, c'est normal. Je vais devoir faire des efforts pour apprendre. Il y a un certain nombre d'élèves qui pensent que s'ils font des efforts, c'est qu'ils ne sont pas doués et que c'est fichu. Voilà. Et cette idée qu'on est doué ou pas doué, dont on va discuter aujourd'hui, cet état d'esprit de développement, une idée contre laquelle il faut absolument lutter, parce que tous, nous devons faire des efforts si nous voulons apprendre quelque chose. Et puis, résistance aux échecs, il y aura des échecs, il y aura forcément des échecs dans la vie pour tous. Et donc, il faut être capable de les surmonter et de ne pas sombrer dans le désespoir et la perte de confiance. Et puis, je pourrais continuer. La liste continue d'ailleurs dans le domaine du social. Alors, on parle de ces compétences socio-comportementales. Il y a bien entendu la capacité de collaborer avec les autres, d'avoir confiance dans les autres. Donc, moi, parfois, je résume ce terme de compétences psychosociales de façon trop rapide, mais ça permet d'avoir une sorte d'aide-mémoire. Confiance en soi, confiance dans les autres. Il faut être capable de collaborer avec les autres. Et c'est un domaine très important de la formation scolaire, d'arriver à trouver les moyens de travailler ensemble. Et derrière tout cela, il y a notre sujet d'aujourd'hui, mais c'est santé mentale et bien-être, la santé mentale, la stabilité de notre esprit qui permet de s'engager dans toutes ces directions. Alors c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui, mais vous voyez que les deux premiers piliers ne pourraient pas exister s'il n'y avait pas le troisième. Quelque part, il est plus fondamental que tous les autres, et quelque part, notre école devrait se convaincre que ça fait partie de ses missions, absolument, peut-être la première de ses missions, de faire sortir des élèves avec un bien-être, être bien. Un bel être, peut-être. Merci. Alors, quelques aperçus. Vous aurez énormément de données dans la journée, c'est le but, hein, et puis aussi des idées d'intervention. Et on a vu déjà dans l'intervention de la ministre qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui commençaient à être sur place. Hein. Quelques aperçus quand même pour donner une idée du problème. 13% des enfants, donc un enfant sur 7 ou 8, des enfants de 6 à 11 ans présentent un trouble probable de santé mentale. On l'a entendu dans les mots de la ministre. 24% des lycéens, c'est-à-dire un enfant sur 4 au lycée, présentent des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois. Voilà, disent avoir eu des pensées suicidaires. 13% ont fait une tentative de suicide. Ça veut dire un enfant sur 7 ou 8. Et puis, un enfant par classe a été suffisamment loin pour être hospitalisé. D'accord ? À peu près un enfant par classe, un petit peu moins.
dans l'enquête en classe. Ce sont des chiffres considérables. Quand vous rencontrez un enfant, 1 sur 30 a été à l'hôpital pour une tentative de suicide. Le classement PISA de 2018, et ça c'est peut-être le plus grave parce que ça veut dire que nous devons changer. Le classement PISA de 2018 a classé la France tout en bas de l'échelle, c'est-à-dire 62e sur 65 pour les pays de l'OCDE. Il y a d'autres pays qui ne sont pas testés, mais enfin quand même, 65 pays de l'OCDE pour la confiance en soi des élèves. Notre école ne fait pas assez attention à ce pilier absolument fondamental qui est la confiance en soi des élèves. Au Danemark, quand on rentre à l'école, l'année où on rentre à l'école, le principal objectif, c'est que les élèves se sentent bien, qu'ils aient un bien-être chez eux. Bien sûr, ils vont apprendre à lire, mais le premier objectif, c'est de pouvoir être bien avec les autres élèves et d'être finalement heureux dans ce contexte scolaire. Alors, quelques mots quand même pour notre conseil scientifique, pour vous dire que nous intéressons à ce sujet et à tous les autres sujets qui font de l'éducation nationale une priorité essentielle. Notre conseil scientifique existe maintenant depuis janvier 2018 et il est maintenant institué par décret en juin 2024. Il est composé à présent de 30 spécialistes, membres du conseil scientifique, qui sont spécialistes dans tous les domaines finalement pertinents pour les sciences et l'éducation. Et il collabore très étroitement, bien sûr, avec les membres de l'administration centrale, les services et les opérateurs du ministère. Il peut s'auto-saisir, mais il peut aussi être saisi de questions par le ministre et par vous tous, je dirais. S'il y a des sujets qui vous paraissent essentiels, ces scientifiques sont à disposition pro bono pour tenter d'apporter des réponses scientifiques, voir ce qui existe dans la littérature et proposer des expérimentations. Alors c'est ce qui est résumé ici, faciliter la prise en compte des apports de la recherche scientifique, de l'expérimentation et de la comparaison internationale dans le domaine éducatif, c'est-à-dire aider à sélectionner les actions qui ont fait leurs preuves, impulser de nouvelles expérimentations, créer une sorte de culture de l'expérimentation à l'éducation nationale qui fait qu'on essaye de choisir des idées qui ont été éprouvées et quand on a des nouvelles idées, on les met à l'épreuve, pas sur l'ensemble de la France immédiatement, mais dans un sous-groupe pour vérifier ce qui marche et ce qui ne marche pas, et mettre des recommandations concrètes auprès des acteurs et promouvoir généralement cette culture de la recherche. Alors, le conseil scientifique publie tout un grand nombre, je dirais, de synthèses. Vous en connaissez beaucoup. J'ai mis quelques couvertures ici, mais ce n'est pas loin d'être la totalité. Je crois qu'on en est à 17 synthèses aujourd'hui, qui sont toutes disponibles sur le site du conseil scientifique. Donc, évidemment, sur les 2 premiers piliers dont j'ai parlé, maths et langage, nous avons des recommandations sur l'ouverture aux mathématiques à l'école maternelle, sur apprendre à lire. Bien entendu, ça a été un des grands sujets du conseil scientifique et il ne faut pas le lâcher. Nous avons une science de la lecture qui est extrêmement stable et qui doit être utilisée, sur le vocabulaire en maternelle. Et puis nous avons un certain nombre de recommandations qui sont peut-être plus générales, plus transversales et qui touchent de près ou de loin à notre sujet d'aujourd'hui, santé mentale et bien-être. Donc pourquoi évaluer les élèves? Ça va permettre de mieux répondre à leurs besoins spécifiques. Pourquoi dormir? Le sommeil est un pilier important, je vais y revenir dans un instant. Et puis pourquoi il y a des formes d'enseignement général qui fonctionnent mieux que d'autres, quelle que soit la discipline qui est abordée. C'est l'enseignement explicite. On a eu tout un colloque sur ce sujet qui reste disponible en ligne également. Alors, ces textes, beaucoup d'autres, sont recueillis sous forme de livres. Donc, vous les trouver en librairie. Ça veut dire, l'intérêt, c'est que ça n'est pas uniquement sous forme de PDF. C'est disponible sous forme de format papier que vous pouvez mettre dans les bibliothèques de vos établissements, des instituts de formation. Nous souhaitons vivement que ces documents puissent servir à la formation des enseignants. C'est le but. Donc, il reste absolument disponible gratuitement pour tous ceux qui le souhaitent sur le site du conseil scientifique. Voilà. Donc on en est à 3 volumes actuellement. Et puis surtout, je voudrais rediffuser ce message, vous pouvez tous vous abonner à la lettre du conseil scientifique qui rend ces documents accessibles, qui s'appelle Le Passeur, qui constitue des petits résumés, des petits aperçus qui donnent accès à ces documents, à l'essentiel de ces documents. Alors, on a aussi, à l'intérieur de cette lettre qui est par courrier électronique, des vidéos, notamment avec Fred Courant. Vous connaissez Fred, je pense, Fred et Jamy de l'Esprit Sorcier. Fred nous aide à faire passer les messages. Il fait des vidéos très intéressantes. Et donc, pour vous donner un aperçu des numéros du Passeur qui sont peut-être pertinents, à nouveau de près ou de loin sur le sujet d'aujourd'hui, nous avons un Passeur sur changer l'état d'esprit des élèves. Pourquoi est-ce important et comment le faire? Ça va mettre état d'esprit de développement, cette idée que si je fais des efforts, je vais y arriver, c'est normal. Voilà. Et puis, le travail en groupe, ou encore la sieste, comment accompagner son évolution en maternelle. Alors, un mot sur ce sujet
du sommeil, de la sieste, pour vous dire que vous trouverez à l'entrée une plaquette sur ce sujet et que nous avons également publié une grande synthèse, toujours sous la direction de Stéphanie Mazza, une synthèse de la recherche et des recommandations, mieux dormir pour mieux apprendre. Alors parfois, quand on parle du sommeil, de la sieste, on a tout de suite un petit sourire. Bon, pourquoi pas? C'est vrai qu'on a toujours une attitude intriguée quand un collègue fait une petite sieste à 14h30 dans son bureau. Et pourtant. Ce que nous avons souhaité dire ici, c'est qu'il y a une vraie science du sommeil et de ses liens avec l'apprentissage et de ses liens avec la santé mentale. Et on va l'entendre aujourd'hui. Ça n'est pas juste anecdotique. Et notamment chez l'enfant, c'est fondamental. C'est pour ça qu'il y a des recommandations de l'Académie de pédiatrie, c'est pour ça qu'il y a des horaires qui sont proposés, c'est pour ça qu'il y a cette plaquette qui dit que c'est normal pour des enfants de continuer à faire la sieste, pour certains d'entre eux, tout au long de la maternelle, et qu'il faut tenir compte des besoins de chaque enfant, qui ne sont pas exactement identiques dans ce domaine. Voilà. Donc, cessons de traiter ce sujet avec un petit sourire. Traitons-le avec le sérieux qu'il mérite. Le sommeil est un aspect fondamental de la biologie du cerveau, c'est un aspect fondamental de la biologie de l'apprentissage, et nous devons le prendre en compte parce que si nous ne le faisons pas, nous créons des enfants qui sont en manque de sommeil, qui ont des troubles de l'attention et parfois des troubles de la santé mentale, qui pourraient être facilement allégés, en partie en tout cas, avec un meilleur sommeil. Donc on en reparlera, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette diapositive que vous découvrez, mais on en reparlera tout au long de la journée parce que c'est un pilier vraiment important. Je termine en disant que le Conseil scientifique a eu aussi une activité qui est peut-être plus anecdotique parce qu'elle est moins scientifique, mais je la trouve emblématique un petit peu de notre sujet aujourd'hui. C'est une initiative qu'on a appelée « Les zéros ont du talent ». Voilà. Alors zéro, vous voyez l'orthographe un peu étrange, Z''héros, parce que ces personnes que vous découvrez ici, 6 personnes que j'ai interviewées et dont vous trouverez les interviews sur je crois sur notre chaîne YouTube et sur le site du Conseil scientifique, ces 6 personnes sont toutes des personnes qui auraient pu être des zéros, à qui on a dit « tu es un zéro, tu ne feras jamais rien dans la vie », voilà, qui ont décroché. Thierry Marx, par exemple, a décroché très tôt, a été rattrapé par le compagnonnage. Zhang Zhang, la violoniste qui est à droite, a eu une scolarité extrêmement sporadique, hachée par l'émigration dans différents pays. Et quand elle arrivait à s'inscrire dans une école, elle était harcelée dans cette école parce qu'elle était chinoise et qu'elle n'était pas du pays d'origine. Sid Quider, dont les parents étaient analphabètes, et qui, vers l'âge de 15 ans, m'a dit « Moi, je pensais que ma vie était foutue. J'étais de banlieue, on n'avait pas de logement, mes parents étaient analphabètes, c'était fichu. Il est maintenant directeur de recherche au CNRS, il est fondateur d'une start-up, il a enseigné à Harvard. Voilà. C'est ce que permet notre pays aussi, hein, faut s'en souvenir quand même. Donc toutes ces personnes qui sont ici sont des héros, mais ce sont des héros ordinaires aussi quelque part. Enfin, ils sont un peu extraordinaires, mais ça peut être n'importe lequel de nos élèves. Ce sont des élèves à qui on a dit un moment « tu es nul », tu décroches, c'est fichu, c'est foutu, ou ils l'ont pensé eux-mêmes, je suis nul, et qui sont sortis magnifiquement. Voilà. Magnifiquement, pourquoi? Et je voudrais tirer peut-être 2 morales de leur leçon particulière, disant, c'est difficile, hein, parce que ce sont des cas particuliers, et en fait, chaque élève est un cas particulier, bien entendu. Hein. Mais si on peut tirer 2 morales peut-être de cette situation, j'en dirais celle-ci. D'abord, personne jamais ne devrait dire à un enfant « tu es nul, tu ne feras jamais rien dans la vie », parce que c'est toujours faux. Quand vous regardez les adultes autour de vous, beaucoup ont eu ce message, malheureusement. Et pourtant, vous les regardez, et non, enfin, on ne peut pas dire ça. Donc, c'est un message faux. C'est simplement quelque chose qu'on ne peut pas dire. Mais par ailleurs, tous ces enfants, et c'est l'aspect très positif de ce que je voudrais dire, ont été sauvés. Et ils ont été sauvés par des rencontres. Ils ont été sauvés très souvent, ils le disent d'ailleurs tous, et je crois que nous pouvons tous dire ça. Ils ont été sauvés par la rencontre souvent d'un enseignant, de quelques enseignants, d'un groupe comme les Compagnons du Devoir. Et ils ont trouvé une stabilité, une confiance qui revient progressivement dans leurs propres capacités. Je pense que c'est ça le sujet d'aujourd'hui. C'est arriver à retrouver une santé mentale. Bien sûr, il y a des aspects biologiques dans la santé mentale, mais c'est aussi le groupe éducation nationale, c'est aussi l'environnement de ces enfants qui est fondamental. Et tous dans cette salle, nous sommes ces enseignants passionnés qui avons la possibilité de changer la trajectoire d'un de ces enfants. Dans vos élèves, il y aura des Thierry Marx, il y aura des Jean Le Cam, peut-être, sans doute, ils sont là, ils peuvent être là, mais encore faut-il qu'on leur donne la confiance en eux, qu'on leur donne la trajectoire, non seulement
des capacités cognitives, le langage, les maths, mais la trajectoire peut-être la plus importante qui est la trajectoire du bien-être, de la confiance en soi, de la persévérance face aux échecs dans la vie, face aux difficultés de la vie. Et voilà, je pense que nous pouvons y arriver en s'appuyant sur les sciences, mais nous devons aussi y arriver en s'appuyant sur un changement d'attitude collective à l'éducation nationale, sur l'importance de ce problème de la santé mentale. Nous devons faire face à notre position dans le classement PISA, qui est vraiment très préoccupante, je dirais, face à ce sujet, et que nous pouvons corriger par une bienveillance plus importante de l'institution. Je ne voudrais surtout pas opposer, pour conclure, les trois piliers, les trois fondamentaux que je vous ai présentés au départ, mais au contraire, montrer à quel point ils se combinent. Vous n'aurez pas d'apprentissage des fondamentaux des maths et du langage si vous avez des élèves découragés, harcelés et mal dans leur peau. Et vous aurez exactement l'inverse. Vous aurez une restauration de la confiance en soi des élèves si vous leur montrez qu'ils sont capables d'apprendre. Et donc c'est pour ça que c'est tellement fondamental de s'adapter aux besoins des élèves pour les porter vers le haut. Les élèves découvriront et récupéreront confiance en eux, en grande partie parce qu'ils découvrent qu'ils sont capables d'apprentissage. Donc c'est un cercle vertueux qui doit être institué, qui mélange ces trois piliers pour former finalement un seul, qui est la capacité d'épanouir nos élèves à travers l'éducation nationale. Voilà un petit peu mes convictions. Je suis un peu ému parce que je pense qu'il s'agit vraiment, on touche ici à la fibre même de ce qui fait l'éducation nationale. Changer la trajectoire d'un enfant, les aider à s'épanouir dans toutes leurs dimensions et avant tout dans cette dimension de la santé mentale et du bien-être. Donc je remercie Stéphanie Mazza et tous ses collègues de s'être emparés de ce sujet, d'en faire vraiment une priorité pour nous en ce début d'année pour le Conseil scientifique. Et j'espère que vous nous accompagnerez tous dans cette mission qui est très belle, je crois, de parvenir à un épanouissement et un bien-être de tous les enfants de l'éducation nationale. Merci beaucoup de votre attention.